Avril de l'an de grâce 2021, l'occasion pour mes invités de s'installer. Albert Anatolaï ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Longos, je salue mes co-panélistes que vous allez présenter tout à l'heure. Je salue toute la chaîne de production de DBS La Matinale. Je salue le Cameroun, l'Afrique, le monde. Particulièrement tout cela, n'est-ce pas, qui nous regarde dans les différentes plateformes, n'est-ce pas, de communication et médiatique, qui nous encouragent quelquefois, ceux qui nous font des critiques souvent constructives, d'autres moins. Mon coup de gueule ce matin, je pense que Steve Longos, au regard de la dépravation que nous vivons, que nous observons dans les établissements scolaires, notamment du Cameroun, et principalement dans les établissements scolaires publics, il va falloir, à mon sens, que la démocratie sorte de l'école. Il vous souvient que, je crois que c'était en 1992 ou 90, par là, lors de sa visite à Douala, le président Biya demandait, n'est-ce pas, disait justement que l'école reste aux écoliers, la politique aux politiciens. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir que la chicotte rentre à l'établissement. C'est important. Nous avons fait l'école avec la chicotte. Quelquefois, on nous bastonnait, on nous bastonnait devant nos camarades. Aujourd'hui, vous avez justement des parents, parce que leur enfant a été sanctionné par l'enseignant. Eh bien, il débat dans un établissement pour donner et se mettre à donner des coups de poing au personnel d'encadrement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec toute la déferlante que nous vivons avec les réseaux sociaux, le téléphone, qui est intégré dans les établissements scolaires, mais qui s'y retrouve, paradoxalement, avec la drogue qui circule, je pense qu'il faut que la chicotte retourne dans l'établissement scolaire. On vous comprend parfaitement, Albert Anatolaï ici. Bienvenue en tout cas à cette autre édition de DBS Matin. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous mes copanélistes, bonjour aux téléspectateurs de DBS Matin, bonjour à l'équipe technique. Et une fois encore, je suis bien heureux d'être là pour discuter ce nouveau sujet, comme toujours, bien pertinent, que tu nous mets sur la table ce matin. Merci. Merci d'être là ce matin, docteur Jean-Paul Mbelek. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, merci pour cette invitation. Bonjour docteur Jean-Paul Mbelek à AAA. Et à toute la galaxie, n'est-ce pas, DBS La Matinale, c'est une excellente occasion de nous retrouver, d'échanger sur les problématiques qui concernent notre continent. J'ai eu un retour, n'est-ce pas, des gens qui sont dans les zones rurales, qui se plaignent de la sécheresse qui ne cesse de s'étirer, oui, et qui crée des dégâts pas possibles, n'est-ce pas, au niveau de ces zones rurales. Et qui crée des feux à des endroits où on n'a pas l'habitude de voir des feux de brousse. Alors on se demande ce qui se passe. Les gens ont investi par exemple pour essayer de faire des cacaoyères, ils ont tout perdu. Parce qu'il y a des feux qui se déclenchent et on dit aujourd'hui nos forêts brûlent, vraiment comme si nous étions en région de savane. Quelle est la conséquence? Est-ce que c'est les coupes de bois de manière sauvage qui explique que par exemple pendant la petite saison de pluie, il n'y a pas eu de pluie dans ces zones-là? C'est les pleurs, je vous assure, dans les pays, les gens n'en peuvent plus. Vous avez dit la terre ne ment pas, les gens sont partis de la ville avec leurs maigres économies pour essayer de mettre dans l'agriculture et ils sont déçus parce que les feux qui ravagent les plantations de cacao, de cacaoyers fait des dégâts au point d'embraser même certains domiciles, hein, certains habitats des individus. Alors il faut que peut-être dans la démarche de ces gens-là qui se fassent accompagner non seulement par les techniciens d'agriculture, mais aussi par les centres météorologiques pour dire aux gens effectivement comment peut être les variations climatiques pendant les différentes périodes pour que les gens sachent comment accompagner leur plan qu'ils mettent sur le sol, parce que je vous assure, il n'y a que le pleur qui rentre de l'intérieur du pays. C'est très très grave. Est-ce que c'est l'avancée du désert? On ne comprend pas. Est-ce que c'est le changement climatique? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, ces coupes de bois sauvages dans nos forêts créent des dégâts pas possibles dans nos villages. Il y a une loi qui existe qui dit par exemple que on ne doit pas faire de l'agriculture sauvage, on ne doit pas couper les bois à une distance des bords d'une rivière, d'une grande rivière. Mais allez voir ce qui se passe. C'est tout un scandale. Donc, la forêt ne joue plus son rôle de régulateur qui maintenait un peu de l'eau et qui laissait, n'est-ce pas, dégouliner un peu comme une éponge qui est pleine et en saison sèche, nos fleuves et nos rivières étaient gorgées d'eau. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est pour ça que les gens qui sont dans les pays, j'ai vécu moi-même un phénomène d'un incendie comme ça, c'était à l'Origa,
pour ceux qui connaissent un peu le pays Babimbi, qui sont jonchés au haut des montagnes là-bas, de pendant une cacaoyère qui a pris feu et qui a brûlé en du temps deux maisons de pauvres villageois. C'était quelque chose quand même de vivre. Donc vivement que l'État essaie de mieux encadrer ces planteurs qui ont décidé de rentrer dans le village pour faire vivre notre agriculture. Nous parlons justement de cette coupe abusive de bois ce matin, messieurs. Cameroun, l'Union européenne et l'Allemagne contre le système de traçabilité du bois. Quelles conséquences? C'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Cameroun, l'Union européenne et l'Allemagne contre le système de traçabilité du bois. Quelles conséquences? Messieurs, l'Union et la coopération, l'Union européenne et la coopération allemande rejettent le système de traçabilité du bois mis en place par le gouvernement camerounais. Le Cameroun a lancé le 1er avril 2021 la deuxième génération de son système d'informatisation, de gestion et surtout de l'information forestière, en abrégé SIGF, qui vise à assurer la traçabilité et la légalité du bois local. Mais à peine lancé, ce système se heurte déjà aux réticences de la coopération allemande et de l'Union européenne qui ont financé ce projet. D'ailleurs, qui sont-ils pour financer les projets de bois, il faut le dire, sur notre territoire? Si l'Union européenne et la coopération allemande se réjouissent que le Cameroun puisse se doter d'un outil national qui lui soit propre, visant à répondre à ses besoins internes, la version présentée du SIGIF, en abrégé SIGIF 2, n'est pas l'instrument attendu dans le cadre de l'APV FLEBD. Il s'agit d'accords de partenariat volontaire visant à enrayer l'exploitation forestière illégale dont le non-respect entraîne la non-admission du bois suspect sur le marché européen. Mais peut-on parler justement de ce bois suspect? Ça, il faut le préciser. Peut-on parler également de respect dans la coupe du bois, comme le déclarait tantôt, il faut le dire, Patient Parfendome dans son introduction. À en croire l'Union européenne et la coopération allemande, les certificats émis par le SIGIF 2 ne pourront pas être reconnus ou validés dans le cadre du règlement de bois de l'Union européenne et encore moins dans le cadre de futures autorisations FLEGT qui permettraient de faire des économies et un accès direct et prioritaire au marché européen. Est-ce seulement du côté de l'Europe, il faut le préciser messieurs, que le bois camerounais est vendu? Nous nous interrogeons. Ces dernières ne pourront donc pas être émises avant qu'un autre instrument ne soit mis en place ou bien qu'une refonte illégale de l'outil soit effectuée sur la base d'une étude de benchmark conduite avec le ministère de l'économie. En clair, le nouveau système de traçabilité mis en place au Cameroun, en raison de certaines défaillances, n'ouvre pas au bois camerounais le marché de l'Union européenne, l'un de ses principaux acheteurs, à moins que le système soit entièrement refondu ou alors tout simplement remplacé. En effet, apprend-on, ce système développé par le Cameroun depuis 2015 fait depuis longtemps l'objet de divergences entre le ministère camerounais des forêts et de la faune, d'une part, et d'autre part, l'Union européenne et la coopération allemande. Pendant ce temps, messieurs, l'exportation du bois camerounais vers le Vietnam, l'Allemagne, l'Union européenne recèle des dérives environnementales et fiscales énormes. Patient Parfendome en parlait encore il y a quelques instants. Pour protéger la biodiversité de sa forêt, le Cameroun a adopté en 1999 une loi qui proscrit strictement l'exploitation de certaines essences de bois sous forme de grumes. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on le respecte réellement? Le dernier rapport d'enquête publié par l'Environmental Investigation Agency et le Centre pour l'environnement et le développement abrégé CED fait des révélations choquantes au sujet du commerce du bois entre le Cameroun, le Vietnam, l'Union européenne, l'Allemagne. Avec un peu plus de 22,5 millions d'hectares de forêt représentant 48% de son territoire, le Cameroun est devenu le premier fournisseur de grumes tropicales du Vietnam, soit 25% des grumes, il faut le dire, importées entre 2016 et 2019. Cependant, la chaîne d'approvisionnement est truffée de pratiques illégales qui dégradent les forêts et expliquent d'ailleurs, il faut le dire, la faible contribution du secteur forestier aux recettes budgétaires du Cameroun, soit 2,4% en 2019, selon la Direction générale des impôts. Après 3 ans d'enquête sur le trajet du bois entre les pays d'Afrique centrale et sans oublier les pays d'Asie du Sud-Est, eh bien l'EIA et le CED déplorent un trafic illicite marqué par la corruption, les fausses facturations et les coupes illégales du bois. Selon le rapport, au moins 132 000 mètres cubes de grumes ont été exportés du Cameroun vers le Vietnam en violation de la loi
forestière entre janvier 2016 et juillet 2020. Pour protéger la biodiversité de sa forêt, le Cameroun a adopté donc en 1999 une loi qui proscrit strictement l'exportation de certaines essences de bois sous forme de grumes. Les essences concernées sont Doussi, c'est un bois, il faut le préciser mesdames, messieurs, Mukulungu, Sapelive, Padouk et Movingi. Le trafic illégal du bois entre le Cameroun et le Vietnam a surtout de graves répercussions économiques. Sur sa période d'étude, le rapport de l'EIA et le CED estiment à 58 millions de dollars, soit 32 milliards de francs CFA, la fuite des recettes publiques due aux fausses factures et à la coupe illégale des essences protégées par la loi. Des sources ont confié aux enquêteurs de l'EIA que les scieries mises en place par les sociétés vietnamiennes leur permettent de blanchir rapidement le bois illégal en le transformant de façon, il faut le dire, approximative, en effaçant les marques ou en cachant l'absence de marques requises, indique d'ailleurs Samuel Ngifo, qui est responsable CED au Cameroun. Eh bien, monsieur, le gouvernement camerounais n'a pas encore réagi aux accusations portées contre lui dans ce rapport. Selon les enquêteurs, les agents de l'État jouent un rôle de couverture et d'entretien du trafic illicite de bois vers le Vietnam. Des accusations qui contrastent avec un récent engagement pris par le Cameroun et les autres pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Eh bien, monsieur, pour terminer, lors d'une réunion virtuelle tenue le 18 septembre 2020, les ministres en charge des forêts, de l'industrie et de l'environnement d'Afrique centrale ont adopté la décision portant interdiction d'exportation de bois sous grumes, sous forme de grumes, à compter du 1er janvier 2022. Le but étant de préserver le bassin du Congo à travers une exploitation forestière transparente et surtout durable. Et pendant ce temps, monsieur, je prends la réaction de patients parfaits d'hommes. Dans nos rues, il faut le dire, dans les coins et les recoins, il faut le dire, de la ville de Douala, dans laquelle nous sommes d'ailleurs, eh bien, messieurs, les bois de grumes, et parfois avec des circonférences les plus saugrenues, eh bien, roulent et passent justement au port. D'abord, je tiens à dire que je crois que nous assistons à une bataille. Oui. L'Union européenne n'a pas mis de bémol sur l'exploitation sauvage du bois camerounais. L'Union européenne conteste, n'est-ce pas, le nouveau système de traçabilité de ce bois, tout simplement parce qu'une bonne partie de la production de ces bois a pris notre destination, c'est-à-dire le Vietnam. Voilà le fond du problème. Oui. Je crois que c'est ça qu'ils contestent, l'Union européenne et l'Allemagne, bien sûr. Mais quand on l'a dit, on aurait pu se poser une question encore plus importante. Est-ce que les gens qui crient au réchauffement climatique à travers le monde, qui crient à la déforestation sauvage de certains poumons, n'est-ce pas, verts de notre planète, que ce soit dans le bassin du Congo ou bien en Amazonie, comment peuvent-ils faire de l'exploitation des bois tropicaux, des bois surtout africains, n'est-ce pas, une source sur le plan économique en termes de devises pour nos États? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Il n'y a pas une autre méthode, ou bien une autre manière, ou bien d'autres initiatives, n'est-ce pas, qui puissent permettre à ce que nous puissions avoir nos caisses de l'État remplies, n'est-ce pas, par des activités un peu plus lucratives pour nos économies que celles qui tendent à détruire des espaces qui en réalité vont être très difficiles à reconstruire. J'ai eu des discussions avec certains forestiers qui m'ont dit que non, il y a des améliorations dans les techniques des coupes aujourd'hui qui font qu'une essence coupée a des chances de repousser. Parce que les techniques, au-delà même de reboisement, mais que les techniques actuelles font que, comme on coupe à la base, il donne la possibilité à cet arbre de repousser. On n'a pas pu s'entendre. Bon, au niveau des tonnages aussi, on a des divergences. Ils disent, attention, quand les techniciens des impôts ou bien de ceux qui sont en charge des eaux et forêts viennent faire des analyses sur les tonnages de bois qui sont exportés par certaines de nos sociétés, ils oublient une chose. Est-ce que dans le tonnage de bois, il faut aussi prendre en compte l'aubier, c'est-à-dire que cette écorce, n'est-ce pas, qui enroule le bois? Eux, ils disent non. Et ils disent que, paradoxalement, les techniciens des eaux et forêts et des impôts tiennent en compte aussi l'aubier qui a un poids relativement important aussi dans le tonnage du bois. Donc, voilà un ensemble de choses qui disent mettre en place pour contester et les chiffres et les analyses et surtout certains
productions qui vont dans le sens de démontrer qu'en réalité, il y a un trafic illicite du bois au Cameroun. Mais c'est comment je le rétorque. C'est comment je vois à l'œil nu. Oui. Ce n'est pas ce qu'on me dit, mais c'est comment je vois à l'œil nu. Les zones où il y a eu l'exploitation de ce bois-là, ils ont été complètement défigurés. Complètement défigurés. Il n'y a pas que la flore qui en a en pâti, mais même la faune a complètement disparu de cet espace. Je prends le cas du Cam. Dans le Cam, il y a encore très récemment, peut-être 15 ans en arrière, il y avait encore des panthères noires. Elles ont totalement disparu. Parce que quand ces forestiers, tracent ces pistes-là, ces léons pour aller chercher le bois, ils sont suivis par les braconniers. Or, rien n'encadre maintenant la sécurisation de cet espace qu'ils ont déviergé de manière sauvage pour prévenir ces espaces-là du fait que les braconniers ne viennent pas faire n'importe quoi. Je vous dis que les panthères noires existaient encore dans le camp, et qui sait le rôle de la panthère noire, n'est-ce pas, même dans nos mythologies bantoues, c'est quelque chose de très important. Elles ont pratiquement disparu. Je ne parle pas d'autres espèces fauniques qui étaient extrêmement importantes dans le cadre de ce qu'on pourra organiser plus tard, ce qu'on appelle l'écotourisme, par exemple. Oui. Bon, donc je pense que nous sommes là face à une grosse escroquerie qui tend à démontrer que notre bois est mal exploité, sa traçabilité n'est pas bonne, parce qu'il y a des systèmes de mafia, de corruption qui dérivent une bonne partie de notre bois vers des destinations inconnues, sans qu'en retour, les caisses de l'État ne regorgent, n'est-ce pas, de la manne issue de cette exploitation qui aurait pu gonfler davantage les caisses de l'État de manière acceptable. Mais dans le fond du problème, c'est qu'est-ce que nous sommes en train de faire de notre forêt? C'est la politique, la gestion globale de nos forêts qui pose problème. Et la question que je peux retourner à ces bien-pensants, soit disant du monde moderne, on a beau crier du réchauffement climatique, n'est-ce pas, des glaciers qui sont en train de fondre. Comment on peut en même temps dire qu'il faut protéger les poumons, en fait ce qui reste encore comme poumons verts de notre planète, et au même moment accélérer la déforestation sauvage de ces espaces? Moi je ne pourrais pas comprendre. Les chiffres sont là. Peut-être que le docteur Jean-Paul Mbele, qui a l'habitude de chiffres, va nous dire. On vous donne ce que, par exemple, au niveau du bassin de Congo, les superficies qui disparaissent par an. Ils disparaissent, la forêt. C'est hallucinant quand on vous donne ces chiffres-là. Donc, je pense sincèrement que nous sommes là, j'appelle ça un jeu de dupe. Il y a certaines essences qui ne devaient pas être du tout coupées dans nos forêts. Malheureusement, c'est le cas, justement. Qui ne devaient pas du tout être coupées. Avant, c'était des fûts qui étaient homogènes. Regardez même les fûts qui sortent maintenant. Fûts ou bien grumes. En fait, ils sont synonymes. Regardez les fûts qui sortent maintenant. Même les fûts tordus, on coupe. On coupe tout. On coupe pratiquement tout maintenant. Si vous avez la chance, depuis un certain temps, les gens ont applaudi dans ma communauté. Je suis originaire de la Grande Sénégal maritime, de la zone de Ngambé. On dit, ah, enfin! On est en train de faire des reprofilages. La commune d'un camp qui était votre bête noire, on est en train de travailler un camp. Dans bientôt, tu pourrais même aller dans ton village à bicyclette. Bravo. Sauf que, à peine ils avaient démarré les travaux, n'est-ce pas, au niveau de cette côte d'un camp-là, qu'est-ce qu'on a vu? Des grumiers maintenant commençaient à grimper, aller là-bas dans ce massif forestier qui était protégé jusqu'à du côté de Locat, en passant par Yingui, de ce côté-là. Et ces grumiers-là coupent tout. Ils coupent tout de manière sauvage, de manière barbare. Et ils détruisent, effectivement, ces pistes forestières qui nous servaient de route. Sans compter maintenant la flore. Ils atteignent des endroits qui n'étaient pas atteignables par des gros trafiquants. Et ils coupent tout. Même les essences. On parle de la lutte contre le Covid. Allez voir les essences qui sortent de ces forêts maintenant et qui passent par des voies sinueuses pour arriver au port de Douala pour leur exportation. Sans que les communautés villageoises ne puissent toucher les dividendes de cette exploitation sauvage. Donc je pense que tout le monde est interpellé et fautif dans cette affaire. Les Européens qui nous font croire qu'ils nous aiment beaucoup, oui, ce qui est impossible, mais aussi l'État du Cameroun qui ne trouve pas de moyens pour discipliner sérieusement ce secteur et permettre à ce qu'il y ait au moins la vie des populations qui vivent de cette forêt-là, pour qu'il y ait une adéquation entre l'intention du gouvernement de continuer cette activité quand même qui rentre, même si le pourcentage a chuté dans les caisses de l'État en termes de devises, et les besoins de la population d'améliorer leur cadre de vie.
Et maintenant, pour sortir, je pense à ce qui me concerne. Et là, vous voyez la faute. Le gouvernement prend une décision. Il dit, à partir d'aujourd'hui, telle date, il sera exclu que certains nombres d'essences sortent du Cameroun sous forme de grumes. Mais on constate que, au contraire, ils continuent de sortir. Certaines essences ont même été proscrites, prohibées au niveau des coupes. Mais on les coupe. Je vous prends le cas de l'ébène. On nous a dit, oh, l'ébène, il ne faut pas toucher. Mais les ébènes continuent de sortir. Si vous sortez là parce que vous êtes soit un gendarme, un policier, un gars des eaux forêts, vous bloquez un grumier qui transporte ces essences rares là, là vous allez comprendre que la papa c'est vraiment le fruit des blancs. Le fruit des blancs, comme on dit chez nous au village. Ça veut dire qu'il y a des passe-droits, il y a des gens qui jouissent des avantages et des passe-droits incroyables, qui sont libres de faire n'importe quoi, et ces gens sont joncés au sommet de l'État. C'est pour ça que moi je dis en même temps qu'il ne faut pas qu'on continue de nous mener en bateau, en nous faisant croire qu'en réalité, on est soucieux, n'est-ce pas, de la protection et de nos écosystèmes, et de nos populations, et du cadre de vie de nos ruraux, alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est le business, c'est l'argent. Quels qu'en soient les dégâts que cela peut causer dans ces environnements-là, on s'en fout éperdument. C'est pour ça que carton rouge à l'Union européenne et à l'Allemagne, et carton rouge aussi à notre gouvernement qui est incapable justement de protéger les intérêts de nos pauvres populations. Albert Anatola, ici, l'Union européenne et l'Allemagne sont contre le système de traçabilité du bois, mais pas contre, il faut le dire, la coupe abusive de ce bois dans ces villages. Oui. N'est-ce pas là un paradoxe? À la suite, n'est-ce pas, des dispositions légales et réglementaires que vous avez tout à l'heure convoquées, je voudrais citer l'article 94/01 du 20 janvier 1994, notamment son article 11, qui dispose que la protection du patrimoine forestier, faunique et halieutique est assurée par l'État. Assurée par l'État. Ça, c'est l'article 11 n'est-ce pas, de la loi que je viens d'énoncer. Et de ce point de vue, l'État camerounais, à travers ses différents démembrements, devrait justement assurer la dite protection. De ce point de vue également, vous avez deux ministères, notamment le premier ministère de l'environnement, protection de la nature et développement durable, qui devait justement se charger et de veiller et de contrôler à ce que justement l'environnement, la protection de la nature et le développement durable soient véritablement assurés par l'État. Vous avez de l'autre côté le ministère des forêts et de la faune. Dans la pratique, selon la loi 89 que vous avez évoquée tantôt, il est question que désormais, pour créer des emplois dans le contexte camerounais, il faut absolument proscrire justement l'exportation du bois de grume, mais privilégier le bois débité, parce que ça devait contribuer à créer des emplois sur place. Du moins, je crois que c'est 40% de ce bois qui devait être exporté, et le reste, ça devait être utilisé sur place pour créer des emplois, et pour répondre à la demande locale, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Justement, et nous y arrivons. Vous avez dans la chaîne d'exploitants forestiers, ouais, vous avez beaucoup plus mis l'accent sur les Vietnamiens. Mais dans la chaîne d'exploitants forestiers, vous avez d'abord des Camerounais, ouais, vous avez des Français, des Libanais, des Chinois, vous avez des Italiens et enfin des Vietnamiens. Vous avez également des Belges, il ne faut pas oublier, dans la chaîne d'exploitants. Sans oublier les Allemands également qui sont là. Ils sont de retour. Non, en fait, c'est une théâtre de mafia. Parce chacun doit protéger ses intérêts dans ce cas-là. Chacun protège ses intérêts avec l'onction des gens très haut placés au sommet de l'État. Parce que vous avez des Camerounais qui ont les UEFA. Mais à qui donnent-ils les agréments? Ils donnent ça aux étrangers pour l'exploiter. Ce sont les Camerounais très souvent qui sont en possession des agréments. Et ils les saoulent, ils les cèdent, parce qu'alors qu'en fait, l'État, la loi proscrit la cession. Il faut le dire, la loi proscrit la cession des agréments. Mais comme c'est un jeu de mafia, il y en a qui ont les agréments, mais d'autres qui ont l'argent pour exploiter. Parce que pour aller chercher, n'est-ce pas, le bois à l'intérieur d'un massif forestier, il faut bien peut-être que d'abord, avant de créer une route, une voie. Vous n'avez pas de... Qui donne même d'ailleurs le quitus, Albert Anatola, ici, pour que quelqu'un entre par exemple dans la Sanaga maritime pour couper le bois? Mais c'est le ministère de la forêt
et de la faune. Qui est chargé justement de protéger cette forêt? Non, c'est le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable qui a la responsabilité de protéger la biodiversité d'une manière générale. Malheureusement, vous avez de l'autre côté, il y a un qui a la responsabilité de la protection et l'autre qui a le quitus de délivrer les agréments pour exploiter la forêt. Mais sauf que, comme nous sommes dans un jeu de mafia, comme je l'ai indiqué tantôt, ils se tiennent. Et en plus, il y a une disposition de la loi 94 que je viens de convoquer qui exige qu'un arbre coupé doit être remplacé. C'est bien, je crois que c'est l'article 44 de cette disposition. Là, c'est un arbre finalement, Albert. Je dis bien qu'un arbre coupé doit être remplacé. Il me souvient que lorsque la campagne de vulgarisation de cette loi a été lancée, je crois en 95, nous avons vu quelques camarades de la CIATV à l'époque se balader derrière quelques gros bonus du gouvernement qui, soi-disant, reboisaient les surfaces qui avaient été initialement, n'est-ce pas, coupées. Donc, depuis, maintenant, une question s'impose dans ce débat. Le comité de suivi de la politique de reboisement qui avait été mise en place, où est-il passé? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais prendre deux cas. Moi, j'aime toujours convoquer le factuel. Et vous vous souvenez, l'année dernière, nous sommes allés à Piti, au deuil d'un panéliste, n'est-ce pas, de l'un de vos panélistes ici. Nous avons vu des essences, quelquefois abandonnées dans la forêt, c'est-à-dire coupées et abandonnées. Dis bien, coupées et abandonnées. Par qui? Des Chinois. Vous avez également des coupes illégales, c'est-à-dire que vous avez même pratiquement des exploitants illégaux. C'est-à-dire qu'ils sortent carrément de la chaîne réglementaire de contrôle qui leur donne le quitus. Ça ne peut que se passer avec des complicités très haut placées. Vous avez vous avez un autre problème qui se pose. C'est que les communautés riveraines de ces GFA ne profitent de rien. Et rien du tout. C'est-à-dire que non seulement ces gens, du moins c'est ce que dit la loi, ont un cahier de charge. Parce que la loi numéro 94/01 du 20 janvier 1994 donne un cahier de charge. Parce que il dit bon, à ces exploitants. Disons qu'il faut quand même classifier les différents patrimoines forestiers. Vous avez le patrimoine domanial, vous avez le patrimoine forestier domanial, vous avez le patrimoine forestier communal. C'est-à-dire que c'est là où tout le monde, c'est-à-dire que c'est en fait la chasse gardée et des collectivités territoriales décentralisées et des chefs de terre, comme on les appelle chez nous, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. D'abord, parce que ce sont les sous-préfets qui sont au bas de l'échelle, parce que c'est eux qui sont en contact avec ces gens-là. Vous avez de l'autre côté les préfets. Donc, tout le monde est compris de tout. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, j'ai vu ce que c'était du côté de Ngouet 1. Il y a une dame qui est sortie, je crois que c'est elle, chef traditionnel, qui a sorti, elle a carrément bloqué un camion qui sortait avec lui. Puis de boire, elle a dit, monsieur, ça ne passe pas. Parce que votre activité ne profite pas à mes concitoyens. Il a fallu l'intervention, c'est-à-dire c'est le sous-préfet de l'arrondissement de Ngoué 1 qui vient intervenir pour demander à la dame de libérer le camion. La dame a dit non. Et c'est le sous-préfet qui a la responsabilité de faire respecter et la loi, et la réglementation, et surtout le cahier de charge des exploitants forestiers qui vient intervenir en faveur, n'est-ce pas, de l'exploitant, plutôt qu'en faveur. Des truands. Il faut dire le mot, des truands. Donc ça pose donc un problème que vous avez donc des échelles de responsabilité. De l'autre côté, vous avez un comité de suivi qui est moribond, alors qu'il y a un budget dédié, qui lui est dédié, mais allez voir, n'est-ce pas, les fonds qui sont dédiés à ce comité de suivi à la fin de l'année, si c'est encore en place ou si c'est utilisé. Si c'est utilisé, c'est à quelle fin? De l'autre côté, vous avez donc les membres du gouvernement, certains membres du gouvernement, pas tous. Vous avez des grosses pentes qui sont assis très souvent à la présidence de la République, au premier ministère, au ministère de la forêt et de la faune. C'est une chaîne de responsabilité et de corruption, ça il faut le dire, qui est entretenue et à dessein. Vous avez également dans ce sinistre tableau, M. Stephen Goss,
des faux marquages. C'est-à-dire que vous avez déjà, vous voyez un camion, vous voyez les marquages, alors que c'est... Ce sont des faux marquages, justement. C'est des marquages frauduleux. C'est traçabilité qu'on parle. C'est des marquages frauduleux et tout le monde sait que ça se passe comme ça. Et ça passe, les agents des eaux et forêts savent que ça, c'est une cargaison frauduleuse qui est en train de traverser. Mais comme c'est le patron qui est très haut là-bas, qui a deux institutions, ça se retrouve au port de Douala pour y être acheminé. Donc je pense qu'il va falloir, à mon sens, comme nous avons l'habitude de le dire, sur le papier, le Cameroun est un Eldorado au niveau des textes. Mais dans la pratique, c'est un gros problème. Un Eldorado dans les textes, mais sur la pratique, c'est tout le contraire. Docteur Jean-Paul Mbelek, pendant ce temps, eh bien, il n'y a pas de route dans ces villages, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas d'école, il n'y a pas, il faut le dire comme ça, d'hôpitaux, mais il faut le dire également, ces villages sont pillés. Tout à l'heure, Albert Anatola ici parlait du truand, et justement pillés par les truands. Oui, c'est très triste. Moi-même, à mon propre domicile, là où je vis, là, je suis resté plusieurs jours sans eau, et l'eau qui arrive est sale. C'est-à-dire qu'on a de la peine à vouloir se baigner avec. C'est sale. Maintenant, j'ai essayé un peu de regarder, avec les chiffres que tu nous as donnés là, combien de tonnes de bois ils sortent chaque année, non? Oui. J'ai fait le calcul, j'ai regardé un peu combien ça revenait. Le Bibunga, Babinga, il y a un bois. Bibinga. Voilà, j'ai regardé. Voilà, une tonne de Bibinga, 500 $. Donc quand on est fait une extrapolation, les chiffres que tu as donnés là, ça fait juste 65 milliards de francs CFA. La PKD, 0,01% du budget de l'État camerounais. Où est l'intérêt? Oui, la corruption. C'est sûr que là, c'est pour quelques personnes qui veulent devenir des milliardaires. Ils se partagent l'argent. Parce que et ça a supposé que ça, c'est le prix de vente dans le marché européen. Donc, il faut encore ce stress revient aux Camerounais parce que ce n'est pas eux qui vendent in fine au marché européen. Donc, au mieux, peut-être qu'ils ont 10% là, qui reviennent vraiment avec les Vietnamiens, les Chinois, les Belges, les Italiens, les Allemands. Et puis les Allemands, eux, sont carrément en Europe déjà. Mais quand on regarde, peut-être c'est 10%. Donc 10%, ça tombe à 6,5 milliards. C'est de plus en plus ridicule. C'est pas tout. Ce que Parfait Ndouma dit là, c'est vrai. Quand la découpe de bois là, d'abord ça fait la pollution visuelle. Parce que la pollution visuelle entre dans la pollution. Ensuite, ça défigure l'organisation, la faune. On a vu, les panthères s'en vont. Elles s'en vont parce que les proies ne sont plus là. Les proies ne sont plus là parce que leur habitat est détruit. Et les panthères s'en vont. Or, si les panthères s'en vont, il n'y a même plus de forêt. Il n'y aura plus de panthères. Parce que la panthère, c'est par excellence le fauve de la forêt. Une panthère capable de monter sur un arbre en quelques secondes, un arbre de plus de 10 mètres, en moins d'une seconde, à la verticale. Une panthère. Parce que c'est sa spécialité. Grimper à l'arbre. Oui. Alors, donc, déjà, les feux. Les feux, oui. Puisque quand on coupe les copeaux, là, en saison sèche sont secs, eh bien, ces copeaux n'existaient pas. Donc, quand le feu pouvait prendre, il rencontre le feuilletage. D'ailleurs, l'arbre est intelligent. Hein. On oublie souvent que l'arbre, c'est une vie. Et que c'est la première vie de la planète. On oublie ça. L'arbre est vivant. Il y a le règne animal, il y a aussi le règne végétal. L'arbre est vivant. Un arbre, ça vit comme les animaux, ça vit. Donc, l'arbre se protège. Les arbres communiquent même entre eux. Ça parle d'une certaine façon, ils ont leur langage. Parce que si on peut dire qu'il nettoie le vie, combien de fois un arbre? Et donc, l'arbre se protège. Donc, les branchages qu'il y a autour de... Enfin, les feuilles qui poussent autour de l'arbre, toute cette végétation protège la forêt, même s'il y a un feu. Maintenant, si vous mettez des branchages, le feu prend plus vite. Le copeau, ça brûle, ça arrive jusqu'aux maisons. Ça détruit les maisons. Tout ça, pourquoi? Pour 6,5 milliards de francs CFA. Donc ça ne vaut pas la peine, que les villageois n'ont pas. Ça ne vaut pas la peine, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas tout. Vendre, justement, ça ne vaut, c'est stupide. En fait, là, c'est l'école en train de montrer que nous, on est. Attends, moi, je prends les mathématiques. Et je sais que notre civilisation est basée sur les maths. Ce sont des gens qui nous ridiculisent. En fait, ça ne mérite pas une révolution, mais ça mérite qu'on instruise des procès. C'est-à-dire que ces gens-là qui donnent ce sont des imbéciles qui nous représentent. C'est des imbéciles. Au sens latin du terme. C'est-à-dire qu'ils sont des esprits faibles. Leur cerveau ne peut pas réfléchir très haut. Ils sont limités dans leur raisonnement. C'est des imbéciles qui prennent ces ordres-là. Soit-disant, ils sont des préfets. Leurs études ne valent rien. Ne valent rien. Donc j'entends souvent les gens disent ici, doctorat. Mais arrêtez de valoriser le doctorat. Un doctorat, ça vaut quelque chose quand même, quand on le fait sérieusement. Mais ceux-là ont des faux doctorats. Alors il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac.
Ils ne valent rien. Je dis même qu'un villageois est 1000 fois plus intelligent que eux. Parce que là, ce n'est même plus l'histoire d'instruction. Hein. On entre maintenant dans l'intelligence. C'est plus les mathématiques, là, c'est l'intelligence. Ton cerveau, là, est-ce qu'il est bien connecté? Les synapses, là, ça connecte bien? Ça s'allume bien dans le cerveau? Non, je remets ça en cause. Ces gens-là sont plus que bêtes. Ils font honte à la race. Parce que quand on a affaire des Chinois, les Chinois ont de la forêt chez eux. Les Vietnamiens ont de la forêt chez eux. Et pourquoi ils se contentent par leur essence? Même les Allemands ont de la forêt chez eux. Ce n'est pas les mêmes essences, mais même les Allemands ont de la forêt chez eux. Oui. Alors pourquoi ils laissent les leurs et ils viennent prendre les nôtres? Parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des cons. Le système informatique même. Donnons la bonne foi. Parce que tout ce que vous avez dit là est juste. Tout ça. Depuis que les Européens, même 3 ans, tout ça, toi-même, tout est juste. Ils disaient rien là. Quand on prend le bois illégalement, quand les paysans ne profitent de rien, ils disent rien. Hein. Le trafic illégal ne pose pas de problème. Ça, je ne veux pas revenir, c'est déjà dit. Donc il y a autre chose. Donc, mais donnons-leur quand même la bonne foi. Parce que moi, je fais un raisonnement mathématique, c'est possible. Donnons-leur la bonne foi. Mais on va aboutir à quoi? Les gens là sont de dire que vous savez quoi, votre informatique là, c'est nul. Votre système informatique, c'est nul. Donc, en d'autres termes, soit vous mettez les nôtres, on a un œil dessus, parce que c'est nous qui avons fait le programme, parce que vous n'avez pas fait un programme correct. Oui. Ben oui. Soit alors, vous continuez à faire comme vous voulez, mais vous n'avez pas accès à notre marché. L'illusion, c'est quoi? C'est qu'on nous miroite le marché européen, ou dans lequel on pense que si on importe le bois, on exporte directement, on vendra le bois au prix européen. Je mets un peu d'eau dans votre pipe. Voilà. Sur le marché du port de Douala, un grume, c'est pas diamètre. Vous avez les diamètres qui font à peine 120 cm. Mais vous avez des diamètres extravagants également, Albert Anatole. Bois qui ne doivent même pas être coupés. J'arrive. Vous avez les diamètres de 120 par exemple, mais quand le prix c'est long, le marché international au niveau du port de Douala, quelquefois c'est 80 000. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, c'est impressionnant, vous voyez le diamètre impressionnant, mais au port de Douala, on pense descendre là à 80 000 francs. À 80 000 francs. Le mètre cube 120 oui, euros. le mètre cube. À 80 000, très souvent. 120 très euros, souvent, oui. 120 euros. Oui. C'est-à-dire... c'est pas le coup compris, ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, le prix, cette affaire-là, c'est pratiquement basadé à vil prix. C'est-à-dire que les Chinois, ils achètent à vil prix. Or, le même cube, c'est-à-dire si vous avez par exemple 100 mètres cubes, c'est plus cher au marché international, mais au port de Douala, c'est beaucoup moins cher. C'est 3 fois moins que le prix européen. Et ensuite, eux, là-bas, ils vont faire une... Et pendant ce temps, ça entre dans les mains de qui? Dans les poches de qui? Dans les caisses de qui? Toujours pour dire qu'en même temps, pendant qu'on bloque, c'est-à-dire que bon, votre informatique n'est pas bonne, c'est vrai. Orange, c'est les Français, c'est nul. Le MTN, c'est sud-africain, mais c'est des blancs. De toute façon, l'Afrique du Sud, c'est des traîtres pour l'Afrique. Et il reste quoi? Il reste Nextel. Et Nextel, alors je vais vous dire pour Nextel. Parce que nous sommes là chez Nextel, on est supposé être chez Nextel. Oui. Nextel. Je charge mon téléphone. Ça, c'est la vérité, tout le monde peut vérifier. Hein. Je mets 5 000 francs. Moi, c'est MTN. Parce que je pensais que c'était des Africains. D'ailleurs, il faut que j'aille à Nextel. Parce que MTN, même eux, c'est des truands. Je finis par comprendre. Alors, Orange, en tout cas, je n'irai jamais. Ça, c'est clair. Depuis que j'ai vu leur truandage, je ne peux plus prendre quoi que ce soit. On vous comprend. Allons-y. Voilà. Donc, MTN. Je charge mon téléphone. 5 000 francs. C'est censé me donner l'Internet et 25 000 francs. En multipliant les... Vous voyez, il y a une façon de multiplier là. 25 000 francs d'appel pendant 1 mois. J'appelle le président Bandakani. Donc Bandakani, s'il écoute, il peut témoigner, président Bandakani. 2 fois avec le président Bandakani, ça m'est arrivé. Parce que lui, il a son numéro Nextel. 45 minutes et 25 000 francs sont partis. 2 fois, ça m'a fait ça. Alors, au début, ça m'a intrigué. La 2e fois, j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis rendu compte d'une chose. Si, avec mon MTN, j'appelle Orange, le crédit ne part pas aussi vite. C'est autant que si j'appelais MTN. Donc, c'est spécialement pour Nextel. Donc, M. Dampolo doit savoir que les 2 autres opérateurs sont ligués contre Nextel. Puisque moi, je suis un client. Ce que je viens de dire là est vérifiable, non? Oui. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. 5 000 francs, M. Dampolo, ça ne coûte pas cher. Il peut prendre ça, y refaire et appeler un numéro de Nextel à partir d'un MTN. Hein, ça, c'est le contrat MTN là. Et il va voir qu'en 45 minutes, les 25 000 francs sont partis. Donc, il fait la même chose pour ça qu'Orange. Il voit que ça ne part pas aussi vite. Ça part normalement comme si c'était MTN. Donc, c'est qu'ils sont ligués qu'on excède. Pourquoi? Parce que ça, c'est national. Il faut qu'on comprenne définitivement. On ne peut plus continuer à plaisanter. Monsieur Paul Biya, arrêtez. Et écoutez aussi. Hein? Mais Toumi est parti à 90 ans, la cardinal. Vous aurez aussi bientôt 90 ans. Il faut arrêter de jouer avec des ministres à la con, là. Je parle des femmes Ndongo, de Madame Chouente. Je parle des gens qui me concernent moi directement. Il faut arrêter, il faut mettre des gens responsables.
Parce que là, on va à la dérive. Alors, dans ce cas-là, autant se tuer tout de suite. Donc, le bois n'est qu'un cas particulier du problème général. Et le bois mérite qu'on s'y arrête parce que ça concerne nos paysans. Pour si peu que l'État gagnerait, même si on y allait de façon très favorable, les paysans, eux, perdent encore beaucoup. Et je dis autre chose, l'escroquerie intellectuelle. Ah oui, nous plantons. Ah oui, nous coupons pas à la souche. Planter un arbre? C'est ce qu'ils disent. D'abord, ça met combien de temps pour pousser? 400 ans. 400 Mais ans. c'est ce qu'ils disent, ça met combien de temps pour pousser d'abord? Et puis tout ce temps-là, dès que tu as coupé l'arbre, même si tu laisses la souche, tu viens d'ouvrir un espace dans lequel des gens vont venir s'installer. Donc, de toute façon, ça ne reviendra plus. Parce que les gens, on connaît notre psychologie, ils sont déjà installés. Alors, donc, même raconter que tu as planté, ça ne sert à rien. Le contexte, la sociologie n'est pas la même qu'en Europe. Parce que notre État, on a vu là, ne contrôle pas le détail au niveau des paysans, de nos populations. Donc, tout ça, il faut arrêter. Maintenant, il faut qu'on ait des gens intelligents. Et des gens déterminés à relever le pays. Pas des imbéciles qui en profitent et enterrent le pays. Tout à l'heure même, vous avez parlé avec les Mangue et puis Ndjok. Vous avez parlé du problème ambazonien à la fin, là. Enfin, la sécession dans le Nozo. Moi, d'habitude, je suis d'accord avec ce que dit Mangue. Mais là, je n'étais pas d'accord avec lui. Vous avez fait remarquer, ce n'est pas mathématique. Nous, on ne peut pas traiter spécialement. On est des humains, on ne l'est pas. L'Espagne, est-ce qu'ils ont négocié quoi que ce soit? La France. Absolument pas. Avec les Bretons, ils ont négocié. Les Corses, ils ont négocié. Attends, vous savez qu'il y a eu un mouvement indépendantiste breton qui était armé. Parce qu'on parle souvent des Basques, les Bretons étaient armés. Moi, j'ai connu. C'est un mouvement qui s'est éteint dans les années 80. Ils étaient armés, mais ils ont gagné entre-temps. Maintenant qu'on est en Bretagne, vous avez des noms bretons, dont ils ont gagné le côté culturel. Mais il y avait un mouvement armé pour eux aussi poser des bombes. Il y a beaucoup de langues différentes en France. Si c'est le problème linguistique, il y a beaucoup de langues différentes. C'est le problème colonial. On peut aussi en parler. Les régions comme la Savoie étaient des régions qui étaient encore liées à l'Italie il n'y a pas si longtemps. L'Alsace, c'était l'Allemagne. Pourquoi non on nous traite de façon spéciale? Donc il faut arrêter ça. Ok? Il faut qu'on applique les mathématiques. Notre civilisation africaine est basée sur les maths. Donc tant qu'on tourne le dos à ça, nous tournons le dos à l'Afrique et nous ne sommes pas prêts à nous redresser. Ou alors nous nous redressons, mais ce n'est plus nous. On est désormais des aliénés. Il faut choisir. Il faut justement choisir. Patient Pafendoum, lors d'une réunion virtuelle tenue le 18 septembre de l'année dernière, les ministres en charge, en tout cas des forêts, de l'industrie et de la faune, de l'environnement d'Afrique centrale ont adopté la décision portant interdiction d'exportation de bois sous forme de grumes à compter du 1er janvier 2022. Peut-on penser ou avoir de l'espoir que ça va se faire? Quand on sait ce qui est en train de se passer actuellement, pendant que nous sommes dans ce studio, s'il y avait quelqu'un qui pouvait faire un tour en route, ce serait le contraire. Comme disait ma vieille tante, c'est des langues appellent à mort. C'est-à-dire qu'on donne encore, n'est-ce pas, la possibilité vraiment d'en finir avec les massifs forestiers qui étaient encore bien en place pour maintenant prendre cette décision qui, je veux le dire déjà d'avance, ne sera jamais, jamais, jamais exécutée. Jamais. On parle des essences. Il y a eu beaucoup de débats avec des chercheurs, avec des scientifiques. Certaines essences ne poussent pas n'importe comment. Attention. Ils poussent par le bien, n'est-ce pas, des fruits, n'est-ce pas, qu'ils portent. Et leur germination se fait uniquement dans la panse de l'éléphant. Or, maintenant, justement, puisqu'on détruit complètement leur écosystème, on détruit complètement leur environnement, on tue tous les éléphants, où est-ce que vous aurez encore ce centre d'incubation qui est la panse de l'éléphant pour permettre que quand il va dégager la bouse, cette bouse elle-même étant déjà un fumier bien constitué, qui va permettre, n'est-ce pas, aussi au noyau qui va s'enfoncer dans le sol, de pousser et de produire cette arbre-là. Vous allez faire comment? Il y a des essences qui vont disparaître à jamais. Dès que c'est parti, disparaître à jamais. Le travail qu'on aurait pu donner à nos enfants. Regardez nos contreplanqués, nos meubles qui viennent et de Chine et de Turquie. Regardez la qualité de ces meubles-là. C'est de la sciure compactée. Hein. La sciure compactée à la colle, mais ce sont ces meubles que vous retrouvez dans vos différents ministères, donc même du point de vue de l'éducation. Au lieu d'orienter une bonne partie de nos enfants à travailler dans les métiers de bois, on ne le fait pas. On laisse cette opportunité encore de continuer à commander. Allez voir dans les ministères, voir les commandes de meubles. Même chez eux, dans leur domicile. Dans leur domicile, allez voir. Alors qu'on aurait pu créer une véritable industrie du bois chez nous. Où on récupère tout, même jusqu'à la sciure, pour faire, n'est-ce pas, des contreplaqués à base de cette sciure-là, compactée et collée, et aménager nos espaces. Ce n'est pas ce que nous faisons. Chaque fois, on voit le travail des jeunes Camerounais qui s'en vont.
des jeunes Africains qui s'en vont à ce bois-là qu'on coupe. C'est le travail des Africains futurs qui est en train de partir. Celui qui s'en va. On ne connaît pas travailler ce bois-là. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas nous organiser suffisamment pour dire, ok, vous voulez le bois, mais vous allez l'acheter ici en produit fini. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Donc moi je crois que nous sommes là face à un véritable complot contre l'Afrique. Un véritable complot. J'étais dernièrement au PK19, je suis assis comme ça. Je me dis, mais je crois que dans le camp c'était fini. Je vous dis que l'exploitation du bois dans le camp, c'est bien avant la période des indépendances. Ça passait par le fleuve Vouri. Mais les grumiers continuent un balai incessant. On coupe tout, mais c'est pas possible. C'est quoi cette histoire? Et le docteur Jean-Paul Mbele vient de le dire. Même du point de vue de ce qu'on aurait pu tirer de manière... Il n'y a rien dedans. Les chiffres là sont parlants. Donc c'est pour ça qu'on détruit toutes nos forêts. Pour ces sommes ridicules. Pour 65 milliards. Pour 65 milliards. Quand on sait qu'on a attrapé un ministre, eux-mêmes ils ont essayé qui ont sorti les faire, hein, au Nigeria avec 1 milliard en poche, hein, sans compter les cartes bancaires, les blackjack, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Donc c'est pour ça qu'on déstructure complètement cet environnement qui nous est très cher. Je dis qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc je pense, Steve Bosque, il faut, comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure, qu'on réfléchisse et qu'on se projette vers l'avenir. Je suis convaincu que si on avait pris notre option en termes d'exploitation de notre forêt, en termes de sauvegarde de cette biodiversité, de cette faune, de cette flore qui est exceptionnelle, dont certaines essences ne se trouvent que chez nous. Il y a certaines essences de bois qu'on ne trouve qu'au Gabon. On ne les trouve nulle part dans le monde qu'au Gabon. Oui. Le Kevazingo. Voilà. Mais on coupe. Ali Bongo avait fait une décision similaire. Bois, oui. Oui, il dit que oui, maintenant, si ce n'est pas débité en machin, rien ne sort. Mais allez voir au Gabon. Les trains continuent de défiler avec des billes de bois. Un procès au Gabon qui n'est pas encore terminé, le Kevazingo Gate, où il y a 283 conteneurs de bois de Kevazingo qui ont disparu. 300. Qui ont disparu justement du port. Alors, on se demandait comment est-ce que 300 conteneurs de bois disparaissent. Alors, à un moment, l'ONG qui s'occupe de WWF, c'est ça? Oui. Ils ont, de l'environnement. De l'environnement. Ils ont dit, là, machin truc, ils vont mettre les drones, les hélicos pour surveiller, n'est-ce pas, les cargaisons qui transportent le bois. Alors, au Cameroun, on a trouvé notre pichenette, parce que c'est le cas un peu partout. Maintenant, on le transporte, ils sont plus comme ça visibles. Oui. Les Libanais ont créé un truc, on met plutôt les fûts dans les conteneurs. Donc, toi, tu vois le conteneur qui est informé, ton hélico peut se balader là-bas et ne voit rien. On vit au-dessus de tout le monde. Alors, moi, je ne comprends pas nos pays. Je me dis que, souvent, vous voyez, vous pouvez penser que je suis émotif, on va me dire, calme-toi un peu, bois un verre d'eau, je veux bien. Mais vraiment, c'est inacceptable. Le gâchis, c'est inacceptable. Les enfants sont au chômage alors que nous avons des possibilités d'enrichir notre communauté. Les chiffres qu'on donne là, sur la vente de bois à l'étranger, c'est n'importe quoi. Ce bois, arrivé là-bas dans le marché, il faut multiplier le prix par 1000 pour avoir vraiment le prix réel de notre bois qu'on brade. Pourquoi ne pas le faire ici chez nous, nous-mêmes, et donner du travail à nos enfants, leur donner cette expertise. Oui, docteur Mbele, je te passe la parole. C'est juste pour dire que tu as raison. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy, sa famille s'enrichit avec le bois de la Côte d'Ivoire. Et en exploitant la population, les populations qui travaillaient pour eux vivaient dans la misère. Il a hérité de ce travail de la coupe de bois de son papa. Voilà. Lui, sans travailler, il est milliardaire. Voilà. Donc, je pense que... Dans le sens que le tarif qu'on donne là est très bas par rapport au tarif auquel eux ils vendent là-bas. Largement bas. 1000 fois. 1000%. On est là au 1000%. Et regardez là où c'est encore plus grave. La plupart du bois camerounais qui est dirigé vers le Vietnam, vous savez à quoi ça sert? Vous savez à quoi ça sert? Vous allez nous dire, allez-y. C'est pour essayer de reconstituer les temples vietnamiens qui étaient déjà en décrépitude. Donc ils prennent notre bois. Donc ils connaissent même la valeur mystique pour retoquer leur temple qui était déjà en décrépitude. Mais comme nous sommes des totos, on ne comprend absolument rien. Il y a des bois que vous savez très bien, on vous fait un meuble en bois ou bien un lit en bois, vous dormez là, les histoires des gens qui voyagent la nuit ne vous atteignent pas, vous le savez très bien. Il y a des bois quand ils sont dans votre maison, un type qui est mal intentionné avec des pratiques mystico ne peut pas rentrer chez vous. Mais nous, on ne sait rien. On fait comme si c'était rien. Et ils savent. Les temples bouddhistes,
qui était déjà complètement en délabrement, ils se servent du bois camerounais pour refaire ce temple-là. Et nos arrière-petits-enfants vont un jour payer les billets d'avion, partir de Douala, pour aller admirer le bois camerounais qui pave, n'est-ce pas, les temples bouddhistes à l'extérieur. C'est quelque chose d'inacceptable. Et je dis, à ce qui concerne le bois, ça sort de tous les côtés. Au sud-ouest, au nord-ouest, dans la zone de Ndjombe Penja, machin, le bois sort. À l'est, en Sanaga Maritime, dans le sud, partout, le bois sort. Maintenant, je me suis rendu compte que tout le bois qui n'est pas dirigé vers Douala, il y a une partie du bois maintenant qui va vers Kribi, qu'on ne voit pas. Parce que quand vous êtes sur l'axe, le balai là, bon, souvent on peut vous donner un AVC, mais allez du côté de Kribi, entre aider à Kribi, vous allez voir un spectacle incroyable. Donc, honnêtement, nos décideurs ne prennent pas la pleine mesure de la responsabilité des enjeux futurs. On devait créer des technopoles pour que nos enfants apprennent le métier du bois de bout en bout. Rien ne se perd dans le bois. Même le biais dont je vous parle là. Les autres l'utilisent pour faire des espèces de déco dans leurs espaces qui sont très beaux à voir. Pourquoi nous, on ne peut pas aller voler le feu là-bas et donner à nos enfants la possibilité d'être des experts dans un domaine dont l'essence pousse chez eux, sous leurs pieds? Et on continue de nous dire non, c'est parce que, vous voyez, si on ne fait pas ça, le budget de l'État va se retrouver amputé de... Mais maintenant, Belek vient de démontrer que c'est même pas amputé de quoi que ce soit. Ah, alors, vraiment, une fois de plus, Steve Goss, nous sommes là sur un sujet qui démontre en réalité l'échec de nos systèmes. Souvent, quand je m'attaque ici aux questions politiques, je dis il n'y a pas que la question de la forme de l'État qui est intéressante, que nous devons regarder. Et je m'adresse aux politiciens nouveaux de 2018 qui ont trouvé maintenant la panacée, c'est de faire un code électoral consensuel. Ce n'est pas seulement ça qu'il s'agit. Il faut aussi s'attaquer à la nature de l'État. Il faut régler la question de la nature de notre État. Si on ne le fait pas, je suis désolé, c'est le petit poisson rouge qui va continuer de tourner en rond dans le petit bocal. Hein, on dit l'agité du bocal, comme le disait quelqu'un. Mais en réalité, rien de positif ne sera réglé. Mais surtout pour nos enfants, il faut faire attention. Par rapport au Covid, je vous ai parlé de la plantation plantée qui est basée, n'est-ce pas, aux côtés de Moutenguene. Oui. Il y a des essences, c'est chinois là. Mais ce qui est curieux, c'est que vous avez parlé des unités forestières machin agréées là, les UFA là. Mais quand quelqu'un a cette concession, ils vendent le truc aux Chinois. Les Chinois vont jusqu'au fin fond des brousses. C'est seulement pour assister à la coupe de bois, hein, selon vous. Jusqu'au fin fond des brousses, ces gens-là sont là-bas. Et puis vous allez vous retrouver un jour que non, on a attrapé des tonnes de sacs d'écailles de pangolin au port de Douala. C'est quoi ça? Donc vous voyez comment la faune est détruite et ils l'exploitent. Qu'est-ce qu'ils font avec les écailles de pangolin? Et les Chinois font aussi le cannibalisme. Hein? Avec leurs employés. Je vous ai parlé des ânes ici dernièrement. Ils font aussi le cannibalisme. Il y a des employés qui disparaissent sans nouvelles. Le Burkina Faso a failli se rendre compte que son cheptel en âne allait disparaître. Parce que les gars ils tuaient tous les ânes là et ils savent qu'ils utilisaient la peau de l'âne pour d'autres trucs aphrodisiaques, je ne sais pas quoi, dans leur culture. Mais je dis que fait un Chinois au fin fond d'une forêt camerounaise? Il faut poser par la question que fait un Belge dans une forêt du côté de Kribi. C'est bon, on peut dire que eux, c'est leur souvent. C'est leur souvent. Non, on les combat. Mais même les nouveaux qui sont venus soi-disant nous aider, ils se comportent comme dit Belek exactement de la même manière. Oui, parce que les Chinois paraissaient comme une alternative. Comme une alternative pour nous, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Ils font même de cannibalisme. Ils font la même chose. Comment quelqu'un te mange encore? Tu es son employé, il te dit allons quelque part là. Comme tu es son employé, tu suis, non? Et après il te tue, il te mange. Sans compter notre coq. Vous voyez, c'est dans la presse aussi ça, non? Notre légume là, sauvage, le coq que nous aimons tous, tout le monde mange le coq. Le héros. Mais à un moment donné, quand vous voyez tous ces voitures qui défilent là, qui vont vers la zone du sud-ouest là, vers le machin truc pour l'exportation, ces coqs là, c'était pour faire quoi? Personne ne vous ne peut nous dire ici. On dit non, c'est pour faire des whisky, on fait des whisky à base de coq. Moi, je ne suis pas très sûr que c'est seulement de ça qu'il s'agit. Alors, quand on nous laisse au moins notre coq dans notre forêt, parce que notre coq, on le mange, et ça renforce notre système immunitaire, mais même là, on voit comment nous sommes complètement à plat. Donc, en toute honnêteté, c'est intéressant, ce sujet-là, mais l'Union européenne ne le fait pas par altruisme, mais parce qu'ils aiment beaucoup les Africains. Ils le font parce que dans la compétition, ils sont en train de perdre. Ils sont nombreux dans la compétition. Non importante, mais surtout, ils continuent de construire les immeubles chez eux. Les meubles, ils vont les faire avec quoi? Si une partie
n'est-ce pas, de leur source d'approvisionnement qui est l'Afrique, est dérivée vers un autre continent, ça leur pose un problème. Un gros problème d'ailleurs. Voilà. Pendant ce temps, Albert Anatola, ici, on a toujours le balai incessant, il faut le dire comme ça, de la coupe de bois. Et il faut le dire, ce bois voyage par train. Il n'y a pas un seul jour qu'un train ne transporte pas le bois. Ah, on a oublié le train. Ouais. Ah ouais. Oh là là. On a les bateaux, on a des camions, on a maintenant des conteneurs qui sont remplis justement de bois. Et pendant ce temps, on note également une corruption, il faut le dire, qui a atteint son apogée. Une corruption endémique, vous voulez dire? Non, ça veut dire que nos fonctionnaires construisent des duplex à nos plans finis. Non, disons qu'il faut commencer par la base. Oui. Autant nous sommes responsables de notre sécurité sanitaire, nous débattions d'une thématique dans ce sens. Oui. Autant nous devons protéger notre patrimoine. L'État dit vouloir, je parle l'État central, dit pouvoir protéger notre patrimoine. Comment? Mais on se rend compte que justement l'État a failli dans cet engagement. Ce qui suppose donc que nous devons nous organiser dans nos communautés. Mais sauf que même au sein de nos communautés, nous avons également un problème. Nous avons des désorientés dans nos communautés. Mmh. C'est clair. Oui. Nous avons tout le temps, nous nous offusquons du fait qu'il y a des gens qui se retrouvent avec 300 titres fonciers, 20 000 titres fonciers, mais nos communautés sont responsables de cette situation. Il ne faut pas le dédouaner. Parce que pendant que vous avez d'un côté ceux qui n'en veulent pas, vous avez d'un côté ceux qui pensent que non, il faut faire comme ça. Donc il faut donc que nos communautés sachent que lorsque vous avez des étrangers qui s'engouffrent dans votre forêt, dans votre patrimoine forestier, il y a quelque chose que vous devez savoir. Dans votre village, la forêt de votre village a, j'allais dire, un sens mythique, un sens anthropologique, un sens historique, un sens mystique même. Parce que lorsque vous avez des choses à faire, c'est dans votre forêt. Et lorsque cette forêt, justement, est, j'allais dire, violée, parce qu'elle est sacrée, vous avez des étrangers qui se baladent sans savoir ce qu'ils vont faire là-dedans, il y a un problème. Anatole, une seconde. Dans nos forêts, en Pays Bassa là-bas, avant d'entrer dans la forêt, il faut dire que tu es. Absolument, vous déclarez votre identité, vos origines. Oui, on n'entre pas dans la forêt n'importe comment. Oui. Tu dois dire, je suis Mbelek, fils de Mbelek, fils de Mbelek, arrête petit-fils, machin. C'est moi qui suis venu là, je suis chez moi. C'est pour ça que je suis venu dans cette forêt pour comment pensionner ce dont j'ai besoin pour ceci ou cela. Ça veut dire que ces étrangers, même qui rentrent dans notre forêt, ils rentrent avec la complicité justement de nos frères, qui les couvrent. Moi, il y a un Suisse qui est venu chez moi une fois là-bas pour aller dans les massifs pour essayer de voir des chimpanzés. Papa m'a dit attention, mais avant de rentrer dans la forêt, il faut dire que tu es. Parce que sinon, attention, il y a des gens qui sont perdus. Vous tournez en rond dans certaines forêts. Vous tournez en rond. Parce que surtout, on voit un type qui n'est pas de chez nous. Vous voyez? J'ai pris 2 chasseurs et moi-même, avec ces 2, avant de rentrer, j'ai fait le rite que papa m'avait demandé. Malheureusement, on n'a pas pu voir les chimpanzés, mais on a vu leur habitat et on a entendu le cri de très loin. Vous savez que notre forêt, c'est une marche, il faut être physiquement très fort. Bon, alors, vous avez donc cette mystique-là qui est dans nos forêts, que les autres viennent violer. Oui. Parce que nos forêts sont sacrées. Et vous avez donc des gens qui sont acculturés, qui sont pas seulement acculturés, mais surtout, j'ai envie de dire, qui sont aliénés, il faut le dire comme ça, qui donnent le quitus à n'importe quel kidam. Surtout les maires. Détruire. Les maires ruraux là. Véritable. C'est un truc. Vraiment, je sais pas. C'est un gros scandale. Les maires. Ça devrait, à mon sens, outrer tout le monde. Donc, pour continuer mon argumentaire, je voudrais indiquer que dès lors que l'État central ne peut pas protéger vos intérêts, votre patrimoine forestier, parce que vous avez des communautés, notamment par exemple les pygmées, qui vivent que dans la forêt, leur habitat est détruit, totalement détruit. Je parle des bois qui sortent tous les jours de l'Est. Oui. Vous avez leur habitat qui est détruit, ils vivent de la chasse, de la quête, ce que vous voulez, ils vivent de la forêt d'une manière générale. Leur habitat est détruit et vous dites que vous avez dans ce pays une loi qui protège les minorités. Il y a un gros problème, il y a un paradoxe. Deuxième chose qu'il faut indiquer, nos populations doivent protéger leur forêt. Parce que si l'État central ne peut pas le faire, vous le faites. Et par tous les moyens. L'organisation. Absolument. L'organisation, Anatole. J'ai pas dit tout à l'heure de l'organisation.
Il faut l'organisation, il faut la sensibilisation, il faut l'éducation. Voilà, c'est l'organisation. Et ça devrait être le travail de la société civile. Il y a également que lorsqu'on vient vous miroiter quelques millions de francs CFA, quelques sacs de riz, un peu de viande, quelques bœufs, à un moment donné, vous allez céder. Ça veut dire que le faux maquereau. Le faux maquereau. Non, ça veut dire que c'est vous le problème. Voilà, vous allez voir. Parce que le maquereau qu'on me donne est ponctuel. Et lorsque moi j'ai besoin de manger du gibier, j'allais dans la forêt pour chasser du gibier. Lorsque moi j'ai envie de manger du poisson, je vais le pêcher. Et il faut également le leur dire, c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Non, il faut le leur dire. C'est que si j'ai envie de manger de la viande, je vais à la chasse. Si j'ai envie de manger du poisson, je vais à la pêche. Si j'ai envie de manger des fruits, je vais dans la forêt pour le chercher, ces fruits. Donc c'est votre biodiversité qu'on est en train de détruire. Pendant qu'ils disent qu'il faut protéger l'environnement, il faut conduire le monde vers le développement durable, mais ils viennent faire toute autre chose sur le continent africain. Donc je pense qu'avec la complicité bien évidemment de nos dirigeants, il faut donc justement que nous nous organisions dans nos communautés pour éviter. Parce qu'il faut le dire, même nos élus qui sont dans certains partis politiques, pour leurs intérêts, ce sont nos ennemis, sont les ennemis de nos intérêts aussi. Pendant ce temps, Jean-Paul Mbelek, on va dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et ça crée justement de nombreux problèmes. On a eu le cas d'ailleurs du côté de Poutkak ces dernières semaines où des villageois sont sortis pour déclarer haut et fort qu'il fallait réparer la route parce que les grumiers y passaient. Malheureusement, il faut dire comme ça, le préfet DDA, je le cite, a appelé justement pour dire au maire de laisser passer justement ces grumiers remplis de bois. Justement, j'allais parler des routes et des accidents de la route. Les routes qu'abîment ces grumiers, oui, dans les villages, c'est des pistes et ils viennent encore aggraver la piste. Quand la saison des pluies arrive, c'est encore pire. Là-bas. Voilà, si tu n'as pas un 4x4 avec réducteur et l'autre. Même le 4x4 parfois il cale en route. Voilà. Donc, même à Douala, les routes de Douala, Yaoundé, tout ça là. Abîmées à cause de ces grumiers. Bien sûr, eux ne payent rien pour ça, bien sûr. Combien on leur demande pour la route? Est-ce qu'on leur demande même grand-chose? Parce que les gens qui mettent les herses là pour bloquer les voitures des civils. Non, mais ils ont des taxes à l'essieu, je crois. C'est pour ça qu'il y a des stations de pesage. Oui, ça vaut combien? Je ne sais pas, pas grand-chose. Pas grand-chose. Par rapport aux dégâts. Par rapport aux dégâts, c'est rien. Ouais, on ne compense pas. Voilà, donc il y a ça. Il y a Poutkak n'est pas loin de chez ma feu maman, oui, parce qu'elle était de Pimbet. Ah oui, c'est presque à côté. C'est à côté. Voilà. Vous n'êtes pas loin de New York. Je m'ai entendu parler de l'O4, ça c'est pas très loin de chez moi, chez mon papa. Donc on commence à se rapprocher de chez moi. Moi je prends la machette. Hein. Ah là, attends, malheureusement, on a dit j'arrête pas de parler, les gens croient que moi je passe mettre des mots. Je dis malheureusement, on a dit de couper que ça vient de chez moi. Bah oui. Je jure, je prends la machette. Job. Moi je prends la machette et je coupe la première tête, ça sera ma première. Je verrai le plaisir que ça donne quand on coupe une tête dans ces conditions. Et moi aussi je vais donner en basonnière. Mais attends, c'est comme ça. C'est que si on te touche dans ta chair, parce que là on parle pas comme ça, je veux dire aux gens là que, au niveau concret, vous croyez que nous on vient ici seulement pour parler, je dis, allez chez moi. Oui, mais faites attention avec les micros, c'est un gros problème. Ok, ça c'est rien, hein. Ouais. Donc le jour J, ça c'est rien, je ne fais que parler là. Et déjà vous avez peur du bruit. Et le jour ils viennent là. Alors ok, qu'ils viennent. De toute façon, tout le monde naît et tout le monde on ne comprend pas avec moi, Jean-Paul Mbelek, mais il faut pas... Je voulais poser une question, je vais donner des recommandations si possible. Si, moi je suis prêt. Je ne plaisante pas. Je dis qu'ils viennent. Ce jour-là, on va voir. C'est les paroles comme on dit, non? Qu'ils viennent. Vous avez peur de ce bruit-là. Ce jour-là, ça sera Niba. Ça, c'est du bassa toujours. Je vais poser une question à Parfendo. Ok. Toi, tu vas dans cette forêt, tu n'as pas vu les chiens, les singes, malheureusement pour toi, mais tu as vu leur habitat. Mais tu as quand même fait la prière avant. Mais bien sûr. Mais les gens là, les étrangers là, eux, ça ne leur fait rien. Non. Nos choses là, qui font que toi tu dois faire la prière, eux ils font pas, ils entrent, alors touchent pas. Mais non, ils entrent avec des gens. Tu as fait la prière pour eux. Oui. Tu es sûr qu'ils font ça tout le temps? Ah, moi je crois, hein. Ah, tu n'es pas là pour voir. Ouais, en tout cas, si ça marche, hein. Oui. Donc là, on est dans l'hypothèse, ça marche. Je recommande que les Minsong sortent. Non, Si, je recommande ça. Quand 2 ou 3 auront été infectés comme ça, ils ne vont plus s'aventurer. Je dis, Jean-Paul Mbelek. Puisque nous avons des choses efficaces, utilisons-les. Toi a dit que quand l'État est défaillant... C'est avec la complicité justement des riverains, des villageois. C'est la question que tu m'as posée sur l'argent. Je vais juste avec ça. Docteur, une seconde. C'est l'ignorance. C'est pour ça que le travail que nous faisons là, c'est pour éduquer, sensibiliser ces populations. C'est l'ignorance. Je te prends un cas simple. Le glyphosate, ce pesticide qui était interdit. Là-bas, en France, on le vendait au Cameroun dans un produit qu'on appelle le Roundup, vous vous souvenez? Tout à fait.
n'est-ce pas, soi-disant pour... contre la peste brune. La peste brune, n'est-ce pas? Ils ont continué à le vendre, et puis il y avait des dérives. Certains paresseux, au lieu d'aller pêcher, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ce Roundup, dans ce glyphosate, ils foutaient dans l'eau pour soi-disant tuer les poissons. Donc tu vois l'ignorance, l'obscurantisme, jusqu'à où ça peut conduire les populations. Donc il y a un véritable travail d'éducation à la base. Si tu n'éduques pas ton peuple, tu seras là, peut-être seul avec ta machette, les autres vont te prendre pour un fou. Donc éduquons ce peuple-là, organisons-les. C'est comme ça qu'au lieu d'avoir un seul Jean-Paul Mbelek à l'entrée de Songundie avec sa machette, mais c'est toute la communauté de Songundie qui va dire on ne veut pas de ces grumiers chez nous. C'est ça qui est important, Jean-Paul. C'est ça que j'essaie de t'expliquer depuis là. Parce que sinon, tu auras tes propres frères qui seront contre toi. Parce que tu les empêches de manger un bout de maquereau. Alors qu'ils avaient un massif forestier qui leur donnait de la viande à profusion, à bouche que veux-tu. Il faut éduquer nos populations. Il faut les sensibiliser. Et il faut surtout les organiser pour défendre les intérêts. C'est tout le problème. C'est la question qui m'a été posée sur l'argent. Allons-y, justement. C'est la question de l'argent. Ouais. Mais là, moi, je reviens sur les mathématiques. C'est-à-dire que nos populations ne raisonnent pas très haut. Et nos dirigeants. Moi, je continue à dire que soyez modestes. Il faut venir prendre des cours de mathématiques avec moi pour la vie. C'est pas la peine de dire que moi je connais déjà. Non, tu viens prendre, tu t'inscris. Ça c'est number one. Avant même d'aller chercher le paysan, non, pas fait, ça te concerne. Le DG de DBS, ça le concerne. Toi-même, Gosse, ça te concerne. 3 heures, ça concerne même tout le monde ici. C'est ça gratuit? Non. Ça se discute, non? Pour on peut faire un prix. Hey, non, allons-y, terminons avec votre argumentaire. Tu ne verras même pas l'importance de la chose si je dis que c'est gratuit. Donc tu vas payer, mais on va discuter, bien sûr. Alors, maintenant, il faudrait que nos populations comprennent que quand les Blancs sont venus ici, ils donnaient l'argent, ne prenaient pas. Nos ancêtres ne prenaient pas leur argent. Ils ont rusé pour imposer l'argent. C'est lorsqu'ils ont commencé à faire les travaux forcés et imposer aux gens de payer l'impôt. Et or, il fallait payer l'impôt avec leur argent. Donc, petit à petit, les gens ont commencé à aller chercher l'argent. Et maintenant, on est entré dans les habitudes de l'argent. Mais au départ, on jetait. Regardez même dans les films de western, les réactions des Indiens, que les Blancs eux-mêmes caricaturent, les Indiens d'Amérique, les Amérindiens. Alors, ils jettent, parce que ça ne vaut rien. C'est que, pas instinctivement, dès le départ, nos parents savaient que ça ne valait rien. Ils voulaient échanger du papier contre la richesse, qui elle, vaut quelque chose. Voilà. Donc, il faut que nos populations reviennent. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a la pression de la vie. Oui. Mais je leur pose une question. Quand il y a la famine, combien d'Africains ont fait le cannibalisme? Aucun. Ils meurent de faim. C'est-à-dire que nous avons une élévation. Le processus d'hominisation s'est fait en Afrique. Nous avons une élévation mentale qui fait que nous ne pourrons pas faire n'importe quoi en tant qu'être humain. Hein? Or, les Chinois dont on parle, j'ai dit ça, vous n'avez jamais voulu reprendre ça. Les Chinois pratiquent le cannibalisme. Même si ce n'est pas généralisé, ces cas-là existent. Moi, je les ai vus plusieurs fois dans la presse camerounaise. Et vous n'en parlez pas. Donc, pour protéger nos relations diplomatiques, ils continuent. Mais pas sur ce plateau, en tout cas. Eux, quand ils font ça, qui ne dit pas que dans leur tête, ils considèrent qu'ils ont pris nos forces. Et c'est qui leur donne le courage de continuer à faire leurs conneries. Je ne parle pas de l'État chinois, je parle des brebis galeuses chinoises. Il y en a, non? Oui. Alors, donc il faut être clair là-dessus. Donc, je dis que l'argent, il faut que nos populations comprennent que l'argent ne peut pas passer devant leur le coût de vie a également augmenté dans ces villages-là. Je prends par exemple le cas dans la Sénégal-Maritime avec le village Essène, qui est le mien, où aujourd'hui, à l'époque, on achetait un gros morceau de viande à 100 francs, on ne pouvait plus l'acheter. Hein. Parce qu'ils sont entrés dans la logique. Oui. Dans la logique et la paresse aussi. Qui a parlé de la paresse en disant qu'on jette le produit dans l'eau? Oui. C'est une dôme, je crois. Mais, attends. Bref, je vais résumer. C'est que le plus important, c'est de comprendre que rien ne vaut l'homme et la dignité de l'homme dans notre civilisation africaine. Donc, il vaut mieux rester dans ta misère que de prendre l'argent de cette personne qui vient de détruire ton environnement dans lequel tu ne pourras plus puiser que ce soit les ressources que tu puisais avant, que ce soit au niveau animal, les bêtes halieutiques, tout ça. Tu n'auras plus ça. Il faut projeter dans l'avenir, pas seulement le besoin du moment. Ça, c'est pas un être humain digne de ce nom qui raisonne comme ça. Mais pour chuter, puisqu'on nous écoute dans les Antilles, c'est pas simplement notre bêtise, hein, ou alors notre faiblesse d'analyse. Nous sommes obligés de partager le sort de notre peuple. Si notre peuple est insuffisant, je suis aussi insuffisant. Tout à fait. Oui. On est dans la collectivité. Tout à fait. Mais il y a aussi, ce que je dis souvent sur les tamudistes, ces gens-là ont des projets. Bon,
Apparemment, les Chinois aussi commencent à entrer dans ce circuit-là. Oui. Chinois et vitamines et consorts. Leur projet, c'est anti-nègre. Parce que le chlordécone a existé aux Antilles. Le chlordécone a existé même quand c'était interdit en France métropolitaine. Et beaucoup d'Antillais aussi souffrent des effets du chlordécone. Et il n'y a pas de dédommagement pour eux. Pourtant, ils sont sans la nationalité française. Il faut y méditer aussi. Il faut y méditer. Messieurs, permettez-moi de lire quelques messages avant de venir pour se séparer ce matin. Good morning, Mr. Steve. Le mot anglophone ou francophone est devenu un virus planté dans le système par le régime en place depuis longtemps. Ceux dits en francophone sont considérés plus camerounais que les autres. If we want to change that mentality, we need to promote merit and stop networking. Brian from Bafan, qui nous a écrit ce matin. Cette histoire. La personne nous a envoyé une vidéo. On espère justement qu'on l'utilisera dans les jours à venir. Je tiens une fois de plus à saluer toute l'équipe de DBS Matin, et particulièrement le maître de séance Steve Ngos, pour la qualité du thème et du débat de ce matin. En effet, la question de coupe, de traçabilité du bois au Cameroun est un véritable serpent de mer. En effet, derrière ce secteur d'activité se cache une vaste mafia qui part des environnements forestiers à la mafia qui commence, qui est un commerce international en passant par le crime de l'État, le silence des autorités étatiques. En dit long sur l'organisation mafieuse de l'exploitation forestière au Cameroun. C'est Omer qui nous écrit ici même à Douala ce matin. Bonjour Monsieur Singos et bonjour à tous les illustres invités et techniciens de DBS matinale. S'il vous plaît mon cher frère et aux chers panélistes sur le plateau, excusez-moi. Hein. Je crois que l'Africain noir de peau est victime de malédiction depuis le déluge, à l'époque de Noé. Sinon expliquez-moi avec toutes ces richesses que le Cameroun, notre pays, a là, on devrait souffrir. Et si c'est le contraire, expliquer le pourquoi depuis l'indépendance, on court dans le sac des Occidentaux. Agréable journée à vous, c'était Rigobert Goudin-Yemek qui nous écrit depuis Paris, en France. Bonjour à tous sur le plateau de DBS. Je pense que le bois est d'une importance capitale pour la suivi de nombreuses espèces animales et végétales et même pour la survie de l'humanité car elle joue un grand rôle dans la lutte contre les changements climatiques. Néanmoins, n'oublions pas que le bois sert de matière première dans l'industrie du papier et sert également à alimenter les industries de fabrication des meubles et autres. En conclusion, je pense que ce dont il est question, c'est de valoriser nos forêts et notre bois nous-mêmes. Et lorsqu'ils doivent être exploités, que ce soit de manière rationnelle. C'est Paulin qui nous écrit depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun ce matin. Je commence par les derniers messages pour monter parce qu'ils sont très nombreux. Bonjour à tous, bravo, bravo, à vous, entrez au profond de choses, continuez comme ça. Allez au fond demain, on veut que vous nous dites d'où vient le pétrole de Total. Trop c'est trop, votre débat est très important. C'est Ibrahim Poulo qui nous écrit depuis Ngousso, c'est à Yaoundé. Bonjour mon frère Steve, bonjour le panel. Toutes les mesures prises par les autorités africaines et qui ne serviront pas les intérêts occidentaux ne seront jamais appliquées. Cela est dû au fait que nos autorités sont asservies, aliénées par les loges. Car le blanc a compris depuis longtemps que pour contrôler l'Afrique, il faut asservir ses dirigeants dans les loges maçonniques. Les loges sont les activités très dangereuses. Pour l'Afrique, nous devons mener un combat acharné contre ces loges. C'est Dazem qui nous écrit, lui également, depuis la Belgique ce matin. Bonjour DBS Matin, le problème de la déforestation, c'est un grand danger à dénoncer comme vous le faites, mais il faut aussi des manifestations pacifiques. Ces gens s'enrichissent de nos vies. Il faut obliger en tout cas les États à se sentir concernés, qu'ils tiennent la souveraineté des pays, qu'ils gouvernent. Cette personne ne nous a pas laissé son nom ce matin. Ce n'est pas l'heure des appels, mesdames, messieurs, le dimanche, c'est fait pour les appels. Ce matin, nous ne prenons aucun appel. On peut comprendre que vous voulez justement nous joindre ce matin. Bonjour DBS Matin, qu'entendez-vous? Des dirigeants qui méprisent leur culture pour partiser avec Satan. Ils sont tous adeptes des loges pernicieuses occidentales. Ils sont tous déracinés. Seuls les vrais Africains pourront nous sortir de là. C'est Max21 qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin. Encore des messages et toujours des messages. Bonjour Monsieur Ngossi à tous vos panélistes. Dans ma jeunesse, mon oncle chasseur nous parlait déjà de ce phénomène. Il nous disait que nos ancêtres emmagasinaient des énergies positives dans certains arbres pour le bien de la communauté, sous forme de réserve quand certaines choses ne se passent pas bien. Par exemple, les chasseurs allaient se confier à l'Essingam quand la saison de chasse n'était pas fructueuse. Pourquoi s'étonne-t-on de tous ces malheurs qui nous arrivent même dans le village? Les jeunes... oui, ont ce pouvoir de changer les choses dont je demande à nos jeunes artistes locaux, Salatiel, Charlotte, Dipanda, les Dipons, etc., d'arrêter de chanter le vin et de véhiculer ce genre de message. Laissez nos arbres tranquilles. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin.
Bonjour le panel, très bonne thématique, il faudra apprécier et surtout rappeler qu'en Russie, il existe 42 localités qui sont interdites aux étrangers. Et chez nous, les gens se baladent partout jusqu'à aller filmer nos frères pygmées. C'est Bilim Jonas qui nous écrit justement depuis le Japon ce matin. Bonjour à vous et courage car vous êtes la lumière de l'Afrique, que le Tout-Puissant vous protège. C'est Aliou qui nous écrit depuis Bamako au Mali. Bonjour le palais, bonjour Steve. Cette affaire de bois est une grosse mafia dont les parrains sont des ministres et leurs enfants, oncles et nièces. Le fils du père serait même le grand patron. C'est connu de tous. L'Union européenne et ses ministres et autres sont des complices d'une mafia qui n'arrange plus les colons. L'État refuse de mettre en place des filières du bois et bien d'autres pour continuer à entretenir ce banditisme et ces détournements du bien du pays. C'est Bama Guaté qui nous écrit depuis Lugbaba. C'est ici même à Douala. Bonjour monsieur Ngos, à votre équipe et à vos invités. Je voulais pas écrire ce matin, mais Papa Parfum d'Homme a dit une chose très véridique dont certaines personnes ne savent pas, savoir qu'il y a des bois très sacrés en Afrique qui sont protecteurs. Ah, 3A vient de confirmer encore mes dires, car j'en sais quelque chose. Une petite anecdote. J'ai une de nos mamans qui m'a remis un petit bout de bois lors d'une de mes vacances au pays. C'est du côté du Sénégal. Et croyez-moi, les personnes mal intentionnées et les oiseaux de mauvaise augure ne viennent pas chez vous. Et de même, certains bouts de bois dans la voiture, tout accident et même pas ne t'arrive pas n'importe comment. C'est clair, nos dirigeants et certains de nos frères traîtres, en fait, et aigris, ne se rendent pas compte des conséquences de la destruction qu'occasionnent nos forêts. Et Papa Mbelek a raison sur les Chinois dans nos forêts pour revoir et bien chercher pourquoi tant de désirs dans nos villages. C'est Banda Padavid qui nous écrit depuis quand en France. C'est un Sénégalais qui vit de ce côté-là. C'est un frère d'ailleurs. Bonjour, je suis toujours avec beaucoup d'intérêt vos débats. Seulement les conclusions de M. Ndom sont toujours et sans transition. Non contre le système qui misère le peuple camerounais, mais contre le... Non, on n'a pas besoin de lire ça. Vous n'avez absolument rien compris. Je ne suis pas contre le système. Non, on a compris. Ça, on a compris. Bonjour à tous, au docteur Mbelek, c'est quoi 3A? Sont-ils à Yaoundé? Raymond qui vous écrit depuis Yaoundé pour vous demander si toutes ces personnes justement sont toutes à Yaoundé et qui jouent justement à pile ou face. Vous répondez au moins à cette question? Ils sont partout. Et il y a également un autre téléspectateur qui déclare que le père, le fils, est justement au cœur de ce phénomène. Le fils du père. Le fils du père. Il y était, je ne sais pas s'il est parti de là parce que le père lui avait demandé d'abandonner cette filière-là. C'est le secteur d'activité. Voilà. C'est le secteur d'activité. En tout cas, vous avez répondu. Il a quand même contribué vraiment. Il fait partie. Bonjour Steve et à son panel. Je partage entièrement l'analyse du docteur Jean-Paul Mbelek. C'est vraiment inacceptable. Je ne comprends pas pourquoi la majorité de nos frères camerounais et africains, les dirigeants en première ligne, ont encore le mythe du soi-disant homme blanc qui en réalité n'est rien et ne représente rien. Nos gouvernants sont entièrement responsables de la misère des populations. L'État du Cameroun a vraiment failli dans son rôle de protection de sa population, leurs biens et leurs intérêts. Je continue de penser que le Covid est une opportunité pour que l'Afrique ferme ses portes et à ses prédateurs occidentaux afin de penser son développement. C'est Abdou Karim depuis Antananarivo, c'est du côté de Madagascar. Bonjour DBS Matin, voilà donc la preuve que nos dirigeants sont tous des laquais, contrairement à ce que certains panélistes nous disent tous les jours dans votre plateau. Vraiment, c'est pathétique. Merci pour ce que vous faites. C'est Junior depuis la cité. S'il vous plaît, j'aimerais intégrer le groupe WhatsApp. Messieurs, les messages tombent et encore et toujours. Bonjour DBS, dans les années à venir, nos terres ne seront plus les nôtres. Les Chinois et les vipères, par la complicité de nos frères, cèdent leur terrain, et surtout les terrains. Changeons de mentalité. C'est qu'aussi qui nous écrit depuis Lomé au Togo. Pascal Parfait, on va sortir rapidement de cette édition. Finalement, à un moment donné, nos terres ne nous appartiennent plus. En une minute. Je le dis souvent ici, les gens le prennent en rigolant. Au Brésil, il y a ce qu'on appelle le mouvement des sans-terres. C'est-à-dire des gens qui ont été dépossédés de tout et qui n'ont plus d'espace, n'ont plus de terre pour vivre leur ruralité normalement et pensionner dans la forêt ce dont ils ont besoin pour survivre. Donc il y a un mouvement de sans-terre. Alors moi je lance, je profite, n'est-ce pas, excusez-moi, petite parenthèse, un appel au gouvernement. Vraiment, il faut interdire les armes à feu dans nos zones rurales. Il faut arracher tous les fusils que les gens dans les zones rurales parce que... Même les fusils de chasse? Oui, même les fusils de chasse. Pourtant, ils ont justement... Non, même les fusils de chasse. Parce autorisation de chasse. Les dégâts, quand les forestiers là entrent, ils pénètrent, comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure, ils ouvrent, n'est-ce pas, la piste qui était inaccessible à certains villageois. Maintenant, ils peuvent y aller. Ils font la chasse de jour comme de nuit. Il n'y a pas de période de chasse au Cameroun. On tue tout.
et les femelles qui sont en gestation, et les petits qui ne sont pas encore à maturité. Conséquence, je vous assure, si on continue comme ça, certains espèces animales, le temps pour moi, vont disparaître totalement. N'est-il pas le bon moment de dire tout simplement qu'on interdise justement les qu'on interdise les fusils dans nos forêts. Que les gens continuent de bois. Mais évidemment, pour l'exploitation de bois, je suis totalement, je vous ai dit, je suis opposé totalement. Je suis pour ce que j'appelle le écotourisme. Espérons que les gens viendront voir nos belles forêts, avec notre manière de vivre, avec notre terre, nos maisons en terre battue, et la manière dont nous vivons de manière en harmonie totalement avec la nature, j'espère bien. Je dis qu'il faut protéger la faune et la forêt. Il faut interdire ces exploitations sauvages, mais toute cette barbarie qui ne permet plus à l'homme de vivre décemment en protégeant la nature, mais surtout en la préservant pour les générations futures. Albert Anatola, ici, pendant ce temps, le gros problème que risquerait de connaître le Cameroun dans les jours à venir, ce sera justement un gros problème social concernant les terres. Pas seulement les terres, c'est-à-dire, je veux dire, le patrimoine du marine, le patrimoine national, naturel, oui. Général. Nous avons commencé par les terres, avec les différents intercrises liées aux litiges fonciers. Oui. Nous avons maintenant le cas, justement, de la forêt, de la destruction de la biodiversité, de nos forêts, tout ça, avec la complicité de nos dirigeants. Donc je pense qu'aujourd'hui, pas seulement avec la complicité de nos dirigeants, avec la complicité même des populations, très souvent. Ça aussi, c'est la vérité. Il ne faut pas également les dédouaner de ce côté. Au nom de la misère, au nom de la pauvreté, on ne doit pas laisser détruire son cadre de vie. C'est absolument irresponsable. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'État doit pouvoir, à mon sens, prendre sa responsabilité, c'est-à-dire et respecter l'engagement qu'il a pris dans l'article 11 de la loi 94/01 du 20 janvier 1994, notamment de la protection du patrimoine forestier, halieutique, la protection du patrimoine forestier, et j'ajoute patrimoine ligneux, parce que tout à l'heure, parce qu'on parlait justement de l'OCOP, vous avez justement ce patrimoine ligneux qui est détruit, parce que quelquefois, non seulement ça conduit à nous alimenter, à nous nourrir, mais quelquefois à nous soigner. Donc, lorsque vous avez donc cette forêt qui est détruite, eh bien, vous avez des essences médicinales qui disparaissent. Docteur Jean-Paul Bellec, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour conclure justement sur pour cette édition de DBS Matin? Oui, je vais dire ce que je réponds. Mais parfait, tu me troubles un peu là, parce que le problème principal, tu l'as déjà soulevé, le problème principal, c'est qu'il n'y ait plus, qu'on souhaite, qu'il n'y ait plus de coupe de bois chez nous. Vous imaginez qu'il y ait des Africains, même des Chinois, aillent en Europe, les Chinois, parce qu'eux ils pourraient le faire, et entrent dans la terre de quelqu'un et prennent le bois, c'est impossible. C'est impossible. À la limite, s'ils ont un agrément de l'État, ils auront dans les terres de l'État. Et par exemple, en plus, quand on a les arbres, c'est comme on a la machette. Moi, j'ai ma machette, je suis content de l'avoir parce que maintenant, au moins, je peux la limer quand quelqu'un m'a invité. Mais si je n'ai pas de machette, je vais faire que parler. C'est pas, mais la nature ne nous a pas dotés. C'est pas que m'écrivent que je vais faire grand mal à quelqu'un. Même avec les coups de poing. Je ne m'appelle pas Mike Tyson. Mais au moins, je sais qu'avec ma machette, je peux l'utiliser. Et j'aurai beaucoup plus d'effet. Voilà. Et donc, le fusil de chasse, c'est aussi une arme. Tu ne vas pas désarmer la population. Il faudrait l'armer. Regardez comment ils sont armés aux États-Unis. Il faut l'armer parce que la population peut avoir à se défendre. Justement, donc il faut rester sur la ligne au lieu de penser à désarmer la population, qu'on arrête seulement de couper le bois. Jean-Paul, il faut faire un tour. Terminons, monsieur, c'est bon pour ce matin. Il faut faire un tour au village pour comprendre. Les chasseurs, maintenant, c'est de nuit. Ils ont de grosses... Ils détruisent tout. Ils savent de quoi je parle. Non, mais moi aussi, ils détruisent tout. Mais moi aussi, je sais de quoi tu parles. On laisse la faune se régénérer. On faisait le petit baptang derrière la cuisine et on attrapait le gibier. En quoi ta proposition est différente de celui qui prend le poisson qu'on lui donne et il laisse couper le bois? C'est que tu as rien de répondre à un problème ponctuel. Non. Oui. Bon, tu ne m'as pas compris. Mais je pense que les gens qui nous écoutent, eux, peuvent comprendre leur façon. Non, tu ne m'as pas compris. Terminons. Bon, je vais chuter. Voilà. Ma chute est la suivante. L'État camerounais, en fait, je pourrais parler de beaucoup d'États africains. On est au Cameroun, je vais limiter sur l'État camerounais. Se comporte comme un simple héritier de l'État colonial. Mais c'est ce qu'il est. Bon, voilà. C'est ce qu'il est. Bon, donc moi, je constate qu'il se comporte comme ça. C'est ce qu'il est. Pourquoi? Parce que la terre camerounaise n'appartient pas à l'État camerounais, je suis désolé. Si on dit ça, et on l'a écrit dans le texte de loi, ça veut simplement dire qu'on est héritier d'un État colonial qui a conquis le Cameroun par la force. Et on est héritier de ça, on est fier de dire que la terre des Camerounais, le Cameroun appartient à l'État camerounais. Non, non, c'est pas l'État camerounais qui crée le Cameroun.
L'État camerounais naît au Cameroun et est géré par des Camerounais. Donc la terre camerounaise ne peut pas appartenir à l'État camerounais, qu'on peut effacer quand on veut. Avant même que cet État existe, la terre camerounaise existe avec des habitants. Donc, chacun devrait être, par exemple, X a son domaine qui s'appelle Y. Même si quelqu'un a l'agrément, il faudrait d'abord que l'État aille consulter Y avant de donner l'agrément à l'exploitant, parce que la terre n'appartient pas à l'État, elle appartient à Y, elle appartient au moins à la communauté. À la communauté. Donc Y en fait partie. Ou alors on va nier tout ce que nous appelons, vous appelez ici tribu, c'est pas le bon mot. Hein. Ethnie. Ethnie, c'est même pas le bon mot, mais... On le prend quand même comme ça. Je vais prendre ethnie et tribu, que tout le monde comprenne. On va citer Betty, Bassa, Bamileke, enfin Bamileke, même parce que Bamileke n'est pas un mot camerounais, mais bon. Tout le monde me comprend, non? Grâce-Fil, on va prendre tout. Et Wondo, je sais pas quoi là, Maka, en Afrique de l'Ouest, en Ozo, on prend les Bamenda, tout ça, on prend tout ça, n'est-ce pas? Ces gens-là existaient avant l'État camerounais. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on a même des crises comme le Nozo. Parce qu'il y a une incompréhension totale. L'Égypte ancienne même existe avant l'État égyptien, qui vient seulement gérer la terre. Et tant que la gestion ne convient pas au peuple, le peuple se révolte. Hein. Donc il ne faut pas oublier, l'État ne peut pas être avant la population. Ça c'est le jeu colonial qui vient de dire qu'on a découvert l'Amérique. Donc les Indiens n'étaient pas là. Merci beaucoup, Dr Jean-Paul Mbelek, d'avoir été là ce matin. Merci à vous, Albert Anatola, ici. Merci à vous également, Patient Parfait, d'avoir été là ce matin. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette première édition de DBS Matin. Plaisir de vous retrouver demain. N'oubliez surtout pas, il arrive que nous soyons capturés au bout de notre itinéraire, vaincus par notre aventure même. Il nous apparaît soudain que tout au long de notre cheminement, nous n'avons pas cessé de nous métamorphoser et que nous voilà devenus autres. Quelquefois, la métamorphose ne s'achève même pas. Elle nous installe dans l'hybride et nous y laisse. Alors, nous nous cachons remplis de honte, déclarait Tché Kamidou Khan dans L'aventure ambiguë. J'espère que vous pourrez le lire. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne journée à toutes et à tous. Né de la volonté intrépide de vaincre, Nextel est une entreprise citoyenne